Chers amis, bonjour et quel bonheur de vous retrouver pour cette nouvelle revue de presse de 7 jours sur Terre en cette semaine du 23 septembre 2025. Je sais que je commence chaque émission avec un propos similaire, mais on a vraiment énormément de dossiers sur la table aujourd'hui. Alors, soyez très indulgents, s'il vous plaît. On y va autant que possible en survol à travers chacun de ces éléments parce que plusieurs thèmes différents et j'aimerais autant que possible qu'on ait la chance de traiter chacun d'entre eux à l'intérieur d'une fenêtre raisonnable, aussi proche que possible d'une heure. D'abord, bien sûr, vous le comprendrez, il sera question de la reconnaissance de la Palestine par un certain nombre de pays parce qu'on s'est parlé longtemps de la possibilité imminente, bien sûr, que la France amène avec elle le Royaume-Uni, le Canada et peut-être même quelques autres dans cette tentative de reconnaître l'État palestinien au cours des prochaines heures. Nous enregistrons actuellement l'émission au lundi matin. L'Assemblée générale des Nations unies a lieu en fait au moment où on se parle. Alors, on s'attend à ce qu'il y ait cette reconnaissance. Ça a été confirmé par les États en question. Mais là où ça devient intéressant, c'est non seulement par rapport à la reconnaissance, mais bien sûr la réaction internationale, notamment celle d'Israël. Il sera question de savoir quels seront les impacts à court, moyen terme. On va aborder tout ça ensemble. Par rapport à cette reconnaissance, pourquoi je veux qu'on aborde d'abord l'événement en tant que tel, c'est qu'on a plusieurs pays qui ont décidé de se joindre en fait à la France, au Royaume-Uni. Vous avez pour un total 9 pays qui s'associent aujourd'hui pour la reconnaissance de la Palestine. Il s'agit donc de l'Andorre, de l'Australie, de la Belgique, du Canada, du Luxembourg, du Portugal, de Malte, du Royaume-Uni et de Saint-Marin. Alors, tous ces pays rejoignent l'initiative française pour reconnaître donc un État palestinien. Soyons clairs maintenant, on n'a toujours aucune précision quant à quel est l'État palestinien en question, quelles sont les frontières. On n'a rien défini de tout ça, quel est l'interlocuteur. On sait d'abord qu'on ne veut pas avoir de relation directe avec le Hamas, du moins du côté de ces pays. On parle d'un autre interlocuteur qui serait plus modéré. Il n'existe toujours pas actuellement. Important de comprendre donc la motivation initiale de chacun de ces pays. On nous a dit d'abord que l'intention ici, c'était d'empêcher qu'on tue le projet à deux États, qu'on tue la solution à deux États et qu'on tue le projet le projet palestinien de par l'avancée israélienne tant en Cisjordanie qu'à Gaza. On se disait de plus en plus, le projet en tant que tel est en danger. Il semble qu'Israël est sur le point d'avaler un potentiel État palestinien. Alors donc, on a essayé de couper l'herbe sur le pied d'Israël en y allant d'une reconnaissance un peu hâtive, avec l'espoir que ça motiverait peut-être une forme de processus diplomatique, politique, peut-être que ça bougerait un peu la situation. Cela étant dit, ce n'est pas du tout ce qui se produit actuellement. Je veux juste qu'on soit très clair. On fera un retour sur la réaction israélienne à tout ça parce que actuellement, vous avez, à travers cette reconnaissance, un sommet qui est également tenu pour discuter justement de cette fameuse reconnaissance. Comment est-ce que tout ça pourrait se débloquer? Comment est-ce que ça pourrait se manifester dans le réel, dans le concret? On a donc un sommet sur la solution à deux États entre Israël et la Palestine qui se tiendra alors que les reconnaissances se multiplient. C'est un article qui nous provient de Al Jazeera. Israël, bien sûr, et les États-Unis boycottent l'événement qui est organisé par les Nations unies, mais d'autres pays s'appuient sur une déclaration antérieure. Alors, on apprend que la France et l'Arabie saoudite se préparent à accueillir un sommet d'une journée aux Nations unies, un jour avant le début de l'Assemblée générale des Nations unies. C'est donc au moment où on se parle. Au siège de l'ONU à New York, les dirigeants mondiaux se réuniront lundi pour relancer cette idée longtemps en suspens, alors que des avertissements circulent selon lesquels un État palestinien contigu pourrait disparaître complètement en raison des mouvements hégémoniques d'Israël, à la fois à Gaza et en Cisjordanie occupée. C'est donc ce qu'on vient de mentionner, la possibilité, le potentiel de la destruction de ce projet palestinien par Israël à travers ses actions actuelles a motivé, mobilisé la reconnaissance par un certain nombre de pays. La France devrait annoncer sa reconnaissance officielle d'un État palestinien et d'autres pays comme la Belgique envisagent de faire de même. Cette annonce interviendra un jour après que le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et le Portugal ont tous reconnu l'État palestinien. Ça a été fait via une déclaration avant même l'Assemblée générale de l'ONU, des gestes historiques malgré la vive opposition d'Israël et des États-Unis. Israël et ses principaux alliés boycottent le sommet. Sans surprise, l'ambassadeur d'Israël auprès de l'ONU, Danny Danon, décrivant cet événement multilatéral majeur comme un cirque et s'en tenant au refrain commun d'Israël selon lequel de telles actions
coalition récompense le terrorisme. C'est effectivement la posture d'Israël actuellement, que c'est une récompense au terrorisme, qu'on n'a donc aucun autre interlocuteur que le Hamas qui est crédible. Et si on se souvient d'abord, il y a seulement quelques jours, alors que Israël a frappé le Hamas directement au Qatar, on a compris que Israël n'avait aucune intention de discuter et aucune intention d'arriver à une solution diplomatique, que plutôt on cherche vraiment une solution militaire à l'issue à Gaza. On se déplace maintenant du côté de la réaction israélienne parce que ça devient vraiment intéressant. On mentionnait la semaine dernière à quel point c'est problématique pour ces pays occidentaux, pour la plupart, d'y aller d'une reconnaissance sans avoir nécessairement préparé le terrain avant, sans s'être assuré qu'il y a aussi plus de cohésion avec Israël. Le risque énorme, c'était qu'Israël pose des gestes pour répondre à la fameuse reconnaissance, que ce soit carrément une espèce de revanche de la part de l'État israélien pour essayer de briser autant que possible le projet avant que ce soit entériné aux Nations unies. On se disait, faisons très attention parce que là, tout ce qu'on est en train de faire, en disant dans 30 jours, on reconnaît un État palestinien, ça veut dire vous avez 30 jours pour accélérer autant que possible votre échéancier stratégique tant sur la Cisjordanie que sur Gaza. Eh bien, on a vu d'abord Israël déployer ses forces à Gaza. On est actuellement dans l'invasion, la prise de Gaza City au moment où on se parle et c'est vraiment le plus fort de l'opération israélienne sur Gaza depuis le début de la guerre. Alors que de l'autre côté, aujourd'hui, un article nous provient du Times of Israel qui nous mentionne que des personnalités de la coalition Netanyahou, bien sûr, prônent l'annexion de la Cisjordanie en réponse à la reconnaissance de l'État palestinien. C'est donc quelque chose qu'on a vu se tramer beaucoup au cours des dernières semaines, alors qu'on entendait parler que cette possible reconnaissance palestinienne serait opposée à une réponse très forte par Israël. Et là, on avait surtout des ministres d'extrême droite, comme Bezalel Smotrich, qui nous disaient « Vous savez, si vous allez dans la direction d'une reconnaissance, bien, on vous répondra sur le terrain. » Et on faisait allusion au peuplement E1, cette zone qu'on vous avait affichée, qui brise un peu la continuité nord-sud entre la Cisjordanie, donc plus au nord du territoire, et sa portion sud. En y allant avec la construction de E1, on se trouve à fracturer un potentiel État palestinien. Et on nous disait du côté des Israéliens, c'est volontaire. On fait ça justement parce que vous voulez reconnaître la Palestine. Alors, on a un peu mis la table, si on veut, pour les actions israéliennes et l'accélération de cet échéancier. Aujourd'hui, les personnalités de la coalition Netanyahou appellent donc Netanyahou formellement à une reconnaissance de la Cisjordanie et tout indique que c'est ce qui va se produire au cours des prochains jours. Je n'avais pas dit reconnaissance, mes excuses, lapsus avec notre sujet tout à l'heure, plutôt annexion de la Cisjordanie au nom d'Israël. Des personnalités politiques israéliennes du gouvernement et de l'opposition ont condamné dimanche la décision du Royaume-Uni, de l'Australie et du Canada de reconnaître un État palestinien, qualifiant cette décision de récompense au terrorisme et de menace pour la sécurité d'Israël. Le premier ministre Netanyahou et ses alliés se sont engagés à répondre à cette initiative et ont réitéré leur opposition à l'idée d'un État palestinien. Plusieurs membres de sa coalition faisant pression pour l'annexion de la Cisjordanie en guise de réponse. Les dirigeants de l'opposition, tout en reprenant les arguments du premier ministre contre cette mesure, ont accusé ce dernier de ne pas avoir empêché le désastre diplomatique et bien sûr la reconnaissance de la Palestine. Alors vous avez, encore une fois, on se parle beaucoup de la politique intérieure israélienne, archi important de comprendre la composition, la nature de la coalition Netanyahou qui est noyautée par des éléments de l'extrême droite, des éléments, si on veut, plus radicaux au sens religieux, très rigoristes et que ça a tendance à amener Netanyahou à gouverner toujours plus à droite, ne serait-ce que pour répondre aux appels de ces factions plus extrêmes et maintenir la cohésion, maintenir la viabilité de sa coalition. En passant, on a souvent des menaces de la part de ces factions de droite de faire tomber le gouvernement. Dans l'éventualité où Netanyahou refuse de faire des concessions. C'est le côté qu'on voit moins. C'est pourquoi il est important de se déplacer vers des journaux comme The Times of Israel, où on va plus commenter la politique intérieure depuis la perspective israélienne. Là, ce qu'on voit, c'est, oui, Israël considère très sérieusement la question de l'annexion de la Cisjordanie en réponse à la question palestinienne, mais ça provient surtout de pression interne sur Netanyahou qu'on accuse de ne pas avoir réussi à empêcher la reconnaissance de la Palestine. Alors, il faut comprendre, encore une fois, on a tendance à imaginer avoir les manifestations qui sont opposées à la guerre en Israël. Absolument, une portion importante de la population est tout à fait opposée à la guerre, mais il est important de comprendre que la politique, l'État, le gouvernement, ce n'est pas nécessairement la population.
et qui ne sont pas nécessairement en adéquation là-dessus. Et donc, le gouvernement Netanyahou, on gouverne vraiment un peu dans une cloche vide, au sens où ce que veut la population, certes, on veut la paix, mais on gouverne vraiment en fonction des paramètres politiques surtout. Alors, le premier ministre Netanyahou et ses alliés se sont engagés à répondre à cette initiative, ont condamné la reconnaissance de l'État palestinien. On nous dit qu'on irait vers une annexion de la Cisjordanie. Les dirigeants de l'opposition, lors de leurs annonces de dimanche, le Royaume-Uni, l'Australie et le Canada ont tous affirmé que la reconnaissance d'un État de Palestine mettrait à l'écart le groupe terroriste Hamas, avec lequel Israël est en guerre à Gaza, et ferait progresser la paix à long terme entre Israël et les Palestiniens. Mais Netanyahou, dans une déclaration vidéo en hébreu, a déclaré « J'ai un message clair à l'intention des dirigeants qui reconnaissent un État palestinien après l'horrible massacre du 7 octobre. Vous offrez une énorme récompense au terrorisme. » Et il ajoute « Ça n'arrivera pas. Aucun État palestinien ne sera établi à l'ouest du Jourdain. » Netanyahou s'est vanté que sous sa direction, Israël a doublé la colonisation juive en Judée et en Samarie, qui est donc la manière israélienne de référer à la Cisjordanie. Et nous continuerons sur cette voie. La réponse à la récente tentative d'imposer un État terroriste au cœur de notre pays sera donnée après mon retour des États-Unis. Et c'est ce que je vous dis, il y a quelque chose qui se prépare, clairement. La réponse à cette tentative d'imposer un État terroriste au cœur de notre pays sera donnée après mon retour des États-Unis. On se souvient, Netanyahou doit bien sûr se rendre à l'Assemblée générale des Nations unies à New York et additionnellement rencontrer Donald Trump avant cette rencontre, avant cette fameuse assemblée. Alors, on comprend que les États-Unis et Israël vont, si on veut, aligner leurs flûtes. Probablement qu'on va arriver avec une réponse commune. On va s'assurer d'avoir de la cohésion là-dessus et d'être publiquement, du moins, d'accord. Et je crois que ce qui se prépare, c'est effectivement une annexion de la Cisjordanie par Israël. Préparons-nous à un événement aussi choquant au cours des prochains jours. On dira que c'est l'intention, que c'est la destinée d'Israël de prendre ce territoire, qu'on a essayé, qu'on a tendu la main à l'autorité palestinienne. D'ailleurs, la semaine dernière, on n'a pas eu l'opportunité d'en parler, mais il y a aussi quelque chose qui se passe en trame derrière tout ça, en trame de fond, alors qu'Israël a coupé les vivres à l'autorité palestinienne au cours des derniers jours. C'est une manœuvre extrêmement provocatrice. L'autorité palestinienne n'est pas du tout en antagonisme vis-à-vis d'Israël. Au contraire, c'est un des seuls partenaires avec qui on a une production une conversation productive sur la question palestinienne. Et les Israéliens ont essentiellement couper la communication entre les banques israéliennes et les banques palestiniennes, qui étaient le relais vers les marchés internationaux et vers les devises internationales. Donc, en ce moment, on a essentiellement un État palestinien théorique qui n'existe pas vraiment malgré la reconnaissance, au sens où on n'a pas de gouvernement à la tête, pas d'administration unique, pas de frontières, une tentative ouverte et affichée d'Israël d'en prendre le contrôle territorialement. Et additionnellement à tout ça, vous avez un organe qui n'a plus de vivres, qui n'a plus accès à des ressources pour payer des salaires, pour payer les services publics, l'infrastructure. Alors, on s'en va manifestement vers une annexion de la Cisjordanie par Israël. Ça causera tout un tollé, mais honnêtement, si Washington ne dit rien, qui va dire quoi que ce soit? Et la seule réponse qu'on a en théorie, ce serait de dire « mais pour vous punir, on va reconnaître la Palestine. » C'est déjà fait. Alors, on a joué un peu toutes nos cartes là-dessus. Israël est sous sanction. Israël est déjà au bout de sa relation avec la France, avec le Royaume-Uni, avec un certain nombre de pays. L'Allemagne a déjà suspendu les exportations d'armes vers Israël. Cette semaine, Van der Leyen, la commissaire européenne, nous parlait de sanctions qui seraient imposées potentiellement contre Israël, de sanctions européennes. L'Europe qui sanctionne Israël en raison de sa conduite à Gaza, ce sont des choses qu'on n'a jamais entendues auparavant. Donc, la relation diplomatique, on est pas mal au plus bas. On est au fond du baril. Possible, tout à fait possible, qu'Israël, devant ce constat, se dise « quant à ça? Quant à ça? À quel point ça peut être pire? » Ça peut pas. Alors, aussi bien aller jusqu'au bout, et on se souviendra de Netanyahou comme celui qui a achevé, si on veut, la destinée israélienne de prendre le contrôle de Gaza et de la Cisjordanie. Tort ou à raison. Mais il reste que c'est ce qu'on observe actuellement. Alors, on a un update également, une mise à jour très intéressante sur cette question qu'on se posait la semaine dernière, et je suis content qu'on ait la chance de revenir là-dessus, sur cette attaque d'Israël, justement, sur le Qatar. On se posait des questions quant à
la logistique, comment ça peut être fait? Comment est-ce qu'on a pu livrer une munition directement sur Doha alors qu'on s'entend, on a des États autour qui, en théorie, n'ont pas des relations avec Israël. On pense spécifiquement à l'Arabie saoudite. Et la question qu'on se posait ensemble, c'est à savoir, mais comment Israël? Est-ce qu'on a survolé l'Arabie saoudite? On a dû demander l'autorisation. Il y a de l'hypocrisie à quelque part. En fait, on a une réponse et il semble que c'est beaucoup plus spectaculaire que ce qu'on pensait. L'Arabie saoudite n'a pas collaboré. Plus tôt. Et on a aussi des réponses en passant par rapport à Trump. Est-ce qu'il était au courant ou quoi que ce soit? C'est un autre élément qu'on mentionnait ensemble. Un article du Wall Street Journal qui nous provient de la semaine dernière. Comment Israël a utilisé des missiles balistiques depuis la mer Rouge pour mener son audacieuse attaque contre le Qatar. Les avions de chasse israéliens ont tiré des missiles dans l'espace au-dessus de l'Arabie saoudite, laissant peu de temps aux États-Unis pour s'y opposer. Alors voici le récit. Prenons-le avec un grain de sel. Pour ce qui est de la réaction américaine, c'est un élément qu'on doit clarifier, mais jusqu'ici, c'est vraiment le récit le plus crédible. Alors voilà. Alors que les stratèges de guerre israéliens préparaient une frappe secrète contre les dirigeants politiques du Hamas au Qatar, ils ont choisi un plan qui leur permettrait d'attaquer rapidement et limitait la possibilité pour les États-Unis de s'y opposer. L'opération s'est appuyée sur des avions de guerre qui ont tiré des missiles à longue portée, évitant l'espace aérien des pays arabes et laissant l'administration Trump dans l'ignorance jusqu'aux derniers instants. Les chasseurs israéliens, 8 F-15 et 4 F-35, ont survolé la mer Rouge de l'autre côté de la péninsule arabique, face au Qatar. De là, certains de ces appareils ont pointé le nez vers le ciel, tiré des missiles balistiques air-sol dans l'espace au-dessus de l'Arabie saoudite, jusqu'à Doha. Ce récit de l'attaque est basé sur des entretiens avec plusieurs hauts responsables américains informés de l'opération. Et maintenant, on arrive sur la réaction américaine. Ce n'est que quelques minutes avant la frappe qu'Israël a notifié l'armée américaine qu'il menait une attaque contre le Hamas. Les Israéliens n'ont pas initialement fourni d'informations précises sur la cible. Alors on a dit, on a averti l'armée américaine, on frappe le Hamas. On n'a pas dit exactement où, qui, quoi, comment. Et c'est ensuite l'armée américaine qui a réalisé, de par son observation satellitaire, de par ses radars, qu'on avait des projectiles qui se dirigeaient vers Doha. Les Israéliens n'ont pas initialement fourni d'informations sur la cible, mais des capteurs spatiaux américains capables de détecter les signatures thermiques ont enregistré le lancement et la trajectoire des missiles, confirmant ainsi Doha comme destination. Aucune de ces informations n'est arrivée à temps pour permettre à l'administration Trump de déjouer l'attaque. L'avis a été donné si près du lancement effectif des missiles qu'il n'y avait aucun moyen d'annuler ou d'interrompre l'ordre. Un haut responsable de la défense américaine qui a qualifié l'opération d'absolument inimaginable. Le commandement central américain a alerté le général Dan Kane, chef d'état-major interarmé, qui a ensuite informé la Maison-Blanche. Le président Trump a chargé Steve Witkoff, comme on nous avait raconté ensemble, d'avertir les Qataris selon la Maison-Blanche, mais il était trop tard. Le Qatar a déclaré que l'alerte est arrivée au moment environ 10 minutes après l'atterrissage des missiles. Le premier récit, on nous disait le téléphone a sonné alors que les bombes sonnaient, on entendait les missiles. Maintenant, on nous dit environ 10 minutes après l'atterrissage des missiles. Une porte-parole de la Maison-Blanche a fait référence à une publication de Trump. C'était cette publication qu'on mentionnait. Bombarder unilatéralement le Qatar n'avance ni les intérêts israéliens ni les intérêts américains. Alors, on a maintenant des indications très intéressantes. Il faut déballer cet article qui est vraiment très fertile. Premièrement, on apprend comment le bombardement s'est effectué. Il n'était pas question de sous-marin, il n'était pas question de bombardement à partir d'une frappe aérienne. Il était question, en fait, d'un ensemble de missiles balistiques qui ont été lancés en lobe depuis une zone sous contrôle israélien où les avions pouvaient opérer en toute sécurité et on a survolé littéralement dans l'espace aérien saoudien. Peut-être qu'on a averti quand même les Saoudiens pour éviter toute forme de confusion, mais il demeure que les Saoudiens n'auraient pas en théorie eu besoin d'approuver la frappe pour qu'elle se produise. Les Israéliens avaient la possibilité de le faire unilatéralement. Ensuite, on nous dit ici qu'on n'a pas averti la Maison-Blanche jusqu'à la dernière minute. En fait, qu'on a averti qu'on frappait le Hamas et qu'on n'a jamais informé à quel endroit et que la Maison-Blanche a su l'information trop tard. Ça explique un peu la confusion à laquelle on a assisté la semaine dernière et ce qu'on se décrivait par rapport, mais qu'est-ce que Trump savait, à quel moment, qu'est-ce que le Qatar savait, à quel moment, tout ça sentait la merde. Clairement, quelque part, quelqu'un mentait. On a compris ensuite
que les États-Unis et Israël ont fait leur possible pour essayer de limiter la dissension publique entre les deux, limiter la chicane, et qu'on voit qu'il y avait un conflit et de l'espace. C'est une politique qui date d'il y a très longtemps en passant. Je travaille actuellement sur l'influence israélienne sur les États-Unis. Puis c'est un point qui a été développé depuis les années 70-80, la politique du no daylight. La politique du no daylight, c'est l'idée qu'il ne doit jamais y avoir de jour, donc de daylight. Il ne doit jamais y avoir d'espace entre la position américaine et israélienne. Elle doit toujours n'être qu'une seule, du moins publiquement, parce que d'avoir une dissension publique entre Israël et les États-Unis, ça inviterait les rivaux arabes d'Israël à exploiter cette dissension. Je ne dis pas qu'ils ont raison, qu'ils ont tort d'appliquer une telle politique. Je vous dis que c'est la politique américaine, typiquement en termes de doctrine, de relations étrangères avec Israël. Même si on est en désaccord, on va se la fermer, se boucher le nez et faire croire à tout le monde qu'on était avec Israël là-dessus. Alors, ça explique un peu la politique aussi, la réponse américaine, où on a un peu retenu notre condamnation d'Israël, on a accepté que c'était une mission à laquelle on n'a pas participé, qui nuisait aux intérêts américains et aux intérêts israéliens. On a dit au Qatar que ça ne se reproduirait plus. Et ensuite, on se parlait ensemble. Vous aviez cette déclaration complètement stupide, martienne de la part de Netanyahou, qui se tenait à côté de Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, après que Trump ait dit « ça se reproduira plus », et Netanyahou qui disait « oui, ça va se reproduire ». Cette séquence commence à faire du sens. C'est Netanyahou qui se paie la gueule des Américains. À ce propos, on a un article très intéressant qui nous provient encore une fois de la part des Israéliens, du Times of Israel. On apprend que Trump est de plus en plus frustré avec Netanyahou, et notamment qu'il aurait mentionné à ses conseillers à la Maison-Blanche que Netanyahou arrête pas de le baiser, mais qu'il refuse de rompre publiquement avec lui pour des raisons politiques. Netanyahou won't stop fucking me. Et la déclaration de la part de Trump. Les concessions publiques du président américain Israël trahissent sa frustration privée face à la guerre en cours à Gaza et à l'attaque contre les dirigeants du Hamas au Qatar. Des informations qui proviennent, donc, on est ici dans le The Times of Israel, décrites par le Wall Street Journal également. Le président américain Donald Trump a récemment déclaré à ses principaux conseillers que le premier ministre Netanyahou me baise. He's fucking me. Selon un article du Wall Street Journal paru jeudi. Le rapport indique que malgré les frustrations du dirigeant américain à l'égard du premier ministre israélien, il est peu probable qu'il rompe avec lui publiquement. Selon certaines informations, ce commentaire aurait été fait alors que Trump s'entretenait avec de hauts conseillers, dont Marco Rubio, sur la manière de répondre à la frappe israélienne contre les dirigeants du Hamas à Doha, au Qatar. He won't stop fucking me, mais c'était ça. Il fucked him sur la question de la frappe au Qatar, et ensuite, il dit « ça se reproduira plus », et Netanyahou dit littéralement « oui, ça va se reproduire » avec Marco Rubio à côté de lui. Alors, on apprend ensuite que Rubio et Trump, discutant de cet épisode, Trump de dire « il arrête pas de me baiser. Je peux rien faire publiquement, mais il arrête pas. » Les États-Unis ont désapprouvé l'attaque qui n'a apparemment pas tué au moins certains des hauts responsables visés. Ils ont affirmé qu'Israël n'avait informé les responsables américains que lorsqu'il était trop tard pour éviter la frappe, bien qu'Axios ait rapporté en début de semaine, citant des responsables israéliens, que c'était faux. Alors encore une fois, là-dessus, difficile de savoir qui dit vrai, qui dit faux. Comme je disais, les Israéliens nous avaient dit la semaine dernière que c'était pas vrai, que Trump avait donné le feu vert. On a beaucoup de propagande là-dessus. On a énormément de propagande, on a énormément de mensonges, on a de l'information qui est coulée volontairement à gauche, à droite. Difficile de savoir la vérité, mais il semble effectivement que la frappe sur le Qatar a frustré les États-Unis. Est-ce qu'ils ont été informés à la dernière minute? Est-ce qu'ils disent ça parce qu'ils n'ont pas été en mesure de l'empêcher de s'y opposer? Difficile de savoir. Mais il semble clairement que la relation entre Trump et Netanyahou n'est pas aussi solide, aussi béton qu'elle ne le paraît depuis l'extérieur, alors qu'on semble voir qu'ils ne font qu'un. C'est un seul bloc monolithique. Et les États-Unis et Israël, sous l'administration Trump, on n'a aucune limite. Il semble en fait que Trump commence à perdre patience. Et on avait parlé, éventuellement d'ailleurs, avec Lama, dans une discussion sur la question de la reconnaissance de la Palestine, etc. Puis on se disait, étrangement, c'est drôle, mais s'il y a un politicien américain dans toute l'histoire de la présidence qui aurait la capacité
la prédisposition, la volonté qui a fait ce genre de rupture diplomatique pour reconnaître la Palestine, ce serait Trump. Si quelqu'un pouvait décider que Israël le fait chier, que le Netanyahou, c'est une relation personnelle brisée, il n'y a personne qui vit plus la diplomatie à travers des relations personnelles que Trump. On le voit avec Poutine, on le voit avec Kim Jong-un, on le voit avec d'autres premiers ministres, on l'a vu avec Justin Trudeau. Quand il y a une relation productive, ça va bien. Quand elle est improductive, alors là, ça va très mal. Et donc, moi, je me disais, s'il y a un président américain de tous, là, qui est prêt à briser des traditions puis à casser, si on veut, des interdits et des tabous, ça aurait été Trump. Et dans une réalité alternative, ça ne se produira pas, on s'entend, à cause d'un ensemble de facteurs. Mais dans une réalité alternative, il aurait pu avoir un monde dans lequel Trump était celui qui était le plus pro-palestinien de la bande. Et qui disait, on va régler le problème, puis Netanyahou, il va trop loin. Et peut-être que c'est le début de ce genre d'attitude. Peut-être que Trump va se réchauffer un peu aux demandes des pays arabes. On pense à la relation avec la Syrie. Trump a une très bonne relation avec la Syrie, très bonne relation avec l'Arabie saoudite. Ces deux-là commencent à perdre patience aussi. Alors, peut-être qu'on verra Trump changer sa chemise d'ici un certain nombre de mois ou d'années, qui sait. On continue d'ailleurs sur cette question plus largement sur le thème du Moyen-Orient, cette fois quand on parle de tremblement de terre, en voilà un, alors que pendant des années, bien sûr, le Hezbollah était une extension et est toujours une extension de l'influence iranienne au Liban. C'était une manière pour Israël, si on veut, à travers son axe de la résistance, d'exercer une pression pour contenir l'influence israélienne. On avait, oui, le Hamas, les milices irakiennes en Syrie, etc. On avait également Bachar al-Assad, vous ajoutez à ça le Hezbollah au Liban. Et donc, pendant des années, le Hezbollah étant vu comme une extension de l'influence de l'Iran, était vu comme une nuisance par l'Arabie saoudite. Il faut se rappeler encore une fois, l'Arabie saoudite et l'Iran, on a une espèce de guerre froide au Moyen-Orient qui dure depuis des années, en fait presque depuis la révolution iranienne, qui est un peu sous détente depuis quelques années, sous médiation de la Chine. La Chine est venue intervenir et ça a réduit la tension entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Cela étant dit, il y a quand même des tensions sous-jacentes et encore aujourd'hui, et bien sûr, on voit le Hezbollah comme l'instrument d'un rival. Eh bien aujourd'hui, le chef du Hezbollah appelle l'Arabie saoudite à s'unir contre l'agression israélienne. Naïm Kassem estime que l'Arabie saoudite devrait ouvrir une nouvelle page dans ses relations, parce que la pression sur le groupe libanais ne profite qu'à Israël. Et tout ça, c'est fascinant, vraiment fascinant. On voit ce qui se passe quand on serre un bloc de savon un peu trop serré. Il nous glisse des doigts. Et vous voyez ce qui se produit avec le Hezbollah aussi vis-à-vis le Liban actuellement, alors que, on mentionnait la semaine dernière, quand c'est fascinant ces dossiers, comment ils s'inscrivent ensemble, il faut les connecter. On se disait, on essaie de désarmer le Hezbollah, et le Hezbollah était vraiment au pied du mur à dire, si vous voulez nous désarmer, venez les chercher, nous on vous donnera rien, ça va finir en guerre civile. Et ce que je vous disais, pourquoi le Hezbollah est forcé comme ça dans le pied, au coin du mur, c'est que vous aviez les États-Unis, la France et l'Arabie saoudite qui ont hâte de reconstruire le Liban, qui ont hâte de reconstruire également même du côté de Gaza, moins la France, mais plutôt l'Arabie saoudite qui veut s'impliquer dans ce processus et surtout, France, États-Unis, Arabie saoudite est impliquée dans, si on veut, le processus politique pour expulser le Hezbollah, pour sortir le Hezbollah, consolider un seul pouvoir au Liban et être en mesure de passer à autre chose. Ce Joseph Aoun qui avait été nommé surtout sous l'influence saoudienne, française et américaine pour diriger le Liban. C'est essentiellement un de nos assets. Alors maintenant, vous avez le Hezbollah qui voit la scène, qui voit justement, et on parlait avec le président Joseph Aoun et on disait à Joseph Aoun, faites attention, si vous ne prenez pas la petite fenêtre que vous avez devant vous pour expulser le Hezbollah du processus, l'Arabie saoudite va débarquer de la reconstruction. Et si l'Arabie saoudite débarque, on n'a pas d'argent. Et s'il n'y a pas d'argent, on va nulle part. Eh bien là, le Hezbollah, voyant cette scène, lève la main et dit à l'Arabie saoudite, mais pourquoi on est des ennemis? Pourquoi tu t'allies essentiellement avec les Américains et par extension avec Israël? Et c'est littéralement la déclaration de Naïm Kassem. Il dit que l'Arabie saoudite devrait ouvrir une nouvelle page dans ses relations parce que la pression sur Hezbollah par l'Arabie saoudite ne fait seulement que profiter à Israël.
Le secrétaire général du Hezbollah a appelé l'Arabie saoudite à améliorer ses relations avec le groupe armé libanais et à construire un front commun contre Israël. Les propos tenus vendredi par le chef du Hezbollah interviennent alors qu'Israël a lancé de nouvelles attaques contre le sud du Liban, alors naturellement contre le fief du Hezbollah. Le Hezbollah qui est sous pression politique et militaire via Israël et qui sonne la cloche en espérant se trouver, disons-le comme ça, oui, un nouvel allié, mais aussi un nouveau sponsor. L'Iran n'a pas apporté l'assistance ni économique, ni militaire, ni logistique, ni politique attendue envers le Hezbollah à travers la crise à laquelle on assiste au Moyen-Orient depuis les 2 dernières années. Depuis 7 octobre 2023, l'Iran est essentiellement MIA, Missing in Action. Alors, on comprend le Hezbollah de se retourner et de dire, écoutez, quelqu'un, donnez-nous de l'argent au moins. Quelqu'un, faites quelque chose. Et si c'est l'Arabie saoudite, et là, vous avez même plus de tension avec l'Iran, on est dans une détente, peut-être serait-il le moment de revoir nos relations. Est-ce que le Hezbollah, spectaculairement, quand je vous dis, on est vraiment en train de voir un tremblement de terre politique, le Hezbollah s'alignerait avec l'Arabie saoudite. Et donc, imaginons maintenant la question vis-à-vis de la relation avec les États-Unis. Où se positionnent les États-Unis là-dedans? L'Arabie saoudite sont un de leurs plus gros alliés au Moyen-Orient, sinon le plus gros allié américain avec Israël au Moyen-Orient. Donc, si vous nous dites maintenant, l'Arabie saoudite, si on lit entre les lignes, financerait le Hezbollah, ou du moins tolérerait le Hezbollah, ça se ferait naturellement au coût de la relation avec les États-Unis. Ce serait une tension énorme. Washington dirait, mais ouais, what the fuck? Naturellement, ce ne serait pas accepté. Alors là-dessus, on voit le Hezbollah est désespéré. C'est en fait ce à quoi on assiste, c'est un niveau de désespoir et on est vraiment en train de lancer des Hail Mary, d'essayer de trouver quelqu'un qui pourrait peut-être nous sortir de la merde et on regarde dans la direction de l'Arabie saoudite, mais semble-t-il que le Hezbollah est vraiment dans ses derniers retranchements, tant au niveau politique, militaire que économique, pour demander l'aide de l'Arabie saoudite et espérer ce genre de truc. On continue vers un autre dossier, cette fois quelque chose qui a beaucoup retenu d'attention en Europe. Un retour aussi sur ce qui s'est passé la semaine dernière, alors qu'on avait bien sûr des projectiles russes, surtout des drones qui avaient été retrouvés du côté polonais suite à une incursion dans l'espace aérien polonais qui avait mobilisé bien sûr une interception par les éléments défensifs de l'OTAN. On avait activé les défenses et l'article 4 de l'OTAN pour comprendre un peu ce qui venait de se produire. On a reproché à la Russie, qu'est-ce que c'était que cette histoire? La Russie a dit, on n'a pas fait exprès, on n'a jamais rien visé en Pologne, vous en inventez, blablabla. Et rien n'est vraiment découlé de tout ça. Cette semaine, un autre événement comme ça s'est produit, un peu plus sérieux cette fois, alors que l'Estonie a demandé une consultation avec les autres membres de l'OTAN après que des avions de guerre russes ont violé son espace aérien vendredi matin. Il est cette fois question de 3 avions de chasse russes, MiG-31, qui sont entrés dans le ciel estonien sans autorisation et ils sont restés pendant un total de 12 minutes. L'Italie, la Finlande et la Suède ont déployé des avions de chasse dans le cadre de la mission de l'OTAN visant à renforcer son flanc oriental. Un porte-parole de l'OTAN a déclaré qu'il s'agissait d'un nouvel exemple du comportement imprudent de la Russie et de la capacité de réaction de l'OTAN. La Russie a dit, a nié avoir violé l'espace aérien estonien, mais les tensions se sont récemment intensifiées après que la Pologne et la Roumanie, c'est important de mentionner, on avait aussi des incidents qui s'étaient produits en Roumanie auparavant, avec beaucoup moins de publicité, disons, ont déclaré que des drones russes avaient violé leur espace aérien. L'article 4 du traité de l'OTAN ouvre officiellement des consultations urgentes au sein de l'Alliance des 32 membres. C'est ce qu'on mentionnait la semaine dernière, l'article 4 versus l'article 5. Il est question seulement de consultations. C'est maintenant la 2e fois ce mois-ci qu'un membre de l'OTAN demande des consultations au titre de l'article 4. On parlait de la Pologne il y a quelques jours, le 10 septembre, et maintenant, c'est donc l'Estonie. Important quand même de nuancer tout ça, s'il vous plaît, parce que, un peu comme la semaine dernière, j'ai l'impression qu'on utilise ce prétexte pour déployer beaucoup plus d'effectifs sur la frontière avec la Russie à l'Est, spécifiquement dans les pays baltes et en Pologne. Toutes les occasions sont bonnes. Et ici, je vous appellerai à être prudent vis-à-vis de l'itinéraire qui a été dénoncé. D'abord, un élément qui est important de mentionner. On nous dit que les avions russes ont ignoré les signaux des pilotes de l'OTAN.
C'est un article qui nous provient par l'agence France-Presse et qui nous indique, par l'Associated Press, pardon, qui nous indique que des pilotes russes ont ignoré les signaux des avions italiens lorsqu'ils ont violé l'espace aérien estonien. On a donc tenté de les intercepter. Il y a des procédures qui sont bien connues à travers les corps de pilotes à travers le monde, que lorsqu'on se présente devant un avion et qu'on tente d'établir la communication avec lui autrement que par radio, ces avions se voient très, très facilement. C'est un peu comme si vous étiez sur le bord de l'autoroute, à côté d'une autre voiture. Il y a moyen d'avoir quand même une communication rudimentaire puis de comprendre l'intention ou l'état d'esprit de l'autre ou peu importe. Et là, on nous dit très clairement, en fait, que les pilotes russes n'ont pas répondu aux signaux. Donc, est-ce que c'est parce que de leur côté, ils estimaient qu'ils n'étaient pas en infraction, qu'ils n'étaient pas dans l'espace aérien estonien, que leurs données étaient peut-être différentes, peut-être aussi, et c'est l'élément qui pourrait inquiéter, qu'ils avaient des ordres d'y rester, que l'intention était effectivement de provoquer l'OTAN, de voler dans l'espace aérien, et que l'ordre était que lorsqu'une interception serait activée, mobilisée, de tout simplement faire comme business as usual et d'attendre, d'espérer qu'un avion de l'OTAN décoche un missile et qu'on ait une escalade conséquente. Est-ce que c'était l'intention? C'est ce qui fait peur. Maintenant, on revient à l'élément que je voulais vous glisser. Il faut prendre tout ça avec un grain de sel et je vous invite à regarder une carte. Quand on parle d'un déplacement à partir de la Russie sur ses bases continentales vers Kaliningrad, vous le voyez, l'itinéraire amène directement dans un corridor maritime très, très mince entre les pays baltes et la Finlande et les autres pays scandinaves. Donc, très difficile ici de savoir est-ce que c'était volontaire, pas volontaire. On a tout simplement un espace dans lequel tout le monde cohabite avec très peu de corridors internationaux. Donc, est-ce que les avions russes étaient un peu trop à gauche, un peu trop à droite? Ici, en théorie, ce sera un peu trop à gauche. On reproduit depuis une carte, mais il est très difficile de savoir. Et il est normal, tout à fait normal, c'est ce que je vous mentionne, et je mets l'accent là-dessus. Je ne veux pas être un lobbyiste pour la Russie. Je veux juste calmer nos médias qui ont tendance à ne faire preuve d'aucun discernement. Il serait tout à fait normal que les avions russes fassent le transit entre la Russie continentale et Kaliningrad, l'enclave russe, juste à l'ouest des pays baltes, tout simplement parce que Kaliningrad, c'est une base militaire à ciel ouvert. C'est essentiellement, c'est la zone en Europe la plus militarisée. Alors là-dessus, il est normal que vous ayez du transit d'assets militaires russes depuis un endroit à un autre. Est-ce qu'on frôlait un espace aérien? On nous dit pendant 12 minutes. Il faudrait comprendre l'intention russe là-dessus. Alors maintenant, on se déplace du côté de l'agence de presse russe qui nous dit, de son côté, je ne veux pas jouer l'avocat de personne, mais on doit prendre les déclarations parce que la semaine dernière, tout ça a fini avec un déploiement de l'OTAN encore plus fort sur les pays baltes et sur la Pologne, et on a compris que l'intention, c'était vraiment de prop it up, de faire comme si c'était un énorme événement géopolitique alors que c'était pas grand-chose. La Russie nous dit de son côté, via son agence de presse TASS, les avions de chasse russes MiG-31 n'ont pas violé l'espace aérien estonien. 3 avions de chasse russes MiG-31 ont effectué un vol régulier de Karélie vers un aérodrome de la région de Kaliningrad. And that's it. 3 avions de chasse ont effectué un vol régulier. Le vol s'est déroulé dans le strict respect des règles internationales de l'espace aérien, sans violer les frontières d'autres États. Durant le vol, l'avion russe n'a pas dévié de la trajectoire de vol convenue et n'a pas violé l'espace aérien estonien. Je ne dis pas que c'est vrai, c'est la posture russe. La trajectoire de l'avion se trouvait au-dessus des eaux neutres de la mer Baltique, à plus de 3 km de l'île de Vendloo, indique le communiqué. Encore une fois, c'est important de comprendre que c'est un événement des survols russes, ça se produit très souvent. Alors, il serait aussi curieux si la Russie était en dehors du corridor habituel où ces pilotes sont très habitués de voler. On est très, très, très au courant d'où on a le droit, d'où on n'a pas le droit, de qu'est-ce qui sont un espace aérien international et qu'est-ce qui ne l'est pas. Il serait étrange que les 3 avions russes se soient juste complètement trompés comme ça et qu'on ait ignoré les signaux lorsqu'avertis. Donc, soit on avait des ordres et c'était volontaire, ou soit effectivement, les Russes n'ont jamais entré dans l'espace de personne et on en fait tout un plat. Who knows? Difficile de savoir.
Alors, on continue maintenant vers notre prochain dossier. Encore une fois, on a la chance de faire un suivi sur une histoire qu'on avait développée dans la revue de presse au cours des dernières semaines. Le Venezuela. On se posait la question ensemble à savoir, mais qu'est-ce que veut Trump? Semble manifestement que Trump essaie d'extraire quelque chose du Venezuela. Il ne semble pas vouloir faire la guerre. C'était pas très réaliste de dire on va faire la guerre avec quelques navires et 4000 Marines. Moi-même, je vous évoquais qu'écoute, si c'est le cas, on est là vraiment juste pour prendre le contrôle d'installations très limitées, peut-être l'exportation de pétrole, peut-être une île ou une région côtière quelconque avec l'intention d'avoir des renforts, mais clairement, on n'avait pas un déploiement à la hauteur d'une invasion d'un pays comme le Venezuela. Maintenant, on a des clarifications quant à qu'est-ce que Trump essaie d'extraire du Venezuela à travers toute cette espèce de pièce de théâtre. D'ailleurs, on en est maintenant à plusieurs interceptions, des interdictions, devrais-je dire, de navires vénézuéliens qu'on attribue au Venezuela, du moins. On a passé de 1 à 2 à 3 et je crois qu'on est maintenant à 4 interdictions. Donc, des navires qui ont été vaporisés par des missiles Hellfire américains sans aucune tentative d'interception préalable, qui en passant est une infraction aux lois maritimes. Trump prévient d'un prix incalculable si le Venezuela n'accepte pas de prisonniers. Le président des États-Unis, Donald Trump, a menacé le Venezuela de conséquences incalculables si le pays ne reprenait pas immédiatement les immigrants qu'il a décrits comme des prisonniers et des personnes issues d'institutions psychiatriques. Faites-les sortir de notre pays tout de suite, sinon le prix à payer sera incalculable, a-t-il déclaré sur Truth Social. Il a insisté sur le fait que le Venezuela avait forcé ces personnes à entrer aux États-Unis et affirmé sans preuve que des milliers de personnes ont été gravement blessées, voire tuées par ces monstres. La dernière déclaration de Trump intervient dans un contexte de tension croissante, un jour après qu'il a annoncé une nouvelle frappe contre des navires présumés transportant de la drogue, blablabla. Le Venezuela, pour sa part, a accusé les États-Unis de mener une guerre non déclarée. Et voilà un peu le topo. Vous voyez ici ce que Trump est en train d'essayer d'extraire. On a parlé beaucoup de guerre, ça ne me semble pas du tout crédible. Plutôt, on nous parle de reprise de ces fameux immigrants illégaux que Trump essaie d'expulser. Et ça me semble tout à fait réaliste. Tout à fait réaliste. Parce qu'il est vrai que le Venezuela envoie beaucoup d'immigrants illégaux par les États-Unis. Et là, quand je dis le Venezuela envoie, c'est pas le Venezuela qui les pousse par la sortie, comme le dit Trump. Si oui, c'est des cas marginaux. Ce sont tout simplement des gens qui fuient le régime et qui fuient la pauvreté puis la misère du Venezuela. Ça arrive depuis des années. Ça s'est effectivement exacerbé beaucoup depuis quelques années, depuis, disons, 5 à 10 ans, sous le gouvernement Maduro, au rythme où la qualité de vie s'est dégradée au Venezuela, tout simplement. L'infrastructure pétrolière, qui est vraiment le pilier de l'économie vénézuélienne, qui s'est dégradée beaucoup, les exportations mises sous pression par sanctions, qui fait qu'on n'a tout simplement plus d'argent. Donc, il est vrai qu'il y a beaucoup d'immigrants illégaux originaires du Venezuela qui arrivent aux États-Unis et ça pose problème pour les États-Unis pour un nombre de raisons. D'abord, il y a bien sûr la criminalité qu'on allègue ici vis-à-vis des ressortissants vénézuéliens. Si c'est vrai ou pas, à vous de le déterminer aux États-Unis, de nous le dire. Mais on nous dit d'abord, c'est le premier élément. Mais surtout, c'est que le Venezuela, à la différence de plusieurs autres qui ont des relations préexistantes avec les États-Unis qu'on veut protéger, le Venezuela n'accepte pas ses propres ressortissants. Depuis le début, dans la campagne d'expulsion de migrants de Donald Trump, un des gros nerfs de la guerre là-dessus, c'est d'avoir des ententes avec les pays en question. C'est que si moi j'ai 50 000 Colombiens, prenons un chiffre au hasard, qui se trouvent illégalement aux États-Unis et que je dois les déporter dans ton pays, il est excessivement difficile de mener une opération de la sorte sans qu'il y ait de la coordination avec ton pays. Comment je fais? Je leur paie des billets sur des vols commerciaux. Qui s'occupe de eux à l'intérieur de l'avion? Je veux dire, il faut de la sécurité. Qu'est-ce qui les empêche de causer un désastre? Alors, les Américains ont, depuis le début, nolisé des vols militaires pour l'essentiel, pour sortir les migrants vers les pays qu'on considère plus sensibles. Peut-être que le dossier est différent si on parle, par exemple, de la Belgique ou encore du Japon ou de la Corée. Mais lorsqu'il est question de ces pays où on prend pour acquis qu'il y a un certain élément de criminalité, un certain pourcentage parmi ces ressortissants qui sont impliqués dans des gangs, dans des organisations criminelles, on les envoie dans des vols militaires. Et là, vous faites quoi?
Vous débarquez avec un de vos avions militaires escorté dans un pays étranger sans autorisation. C'est une invasion. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Ce sera un acte de guerre. Alors, on a des négociations parfois acrimonieuses, parfois très productives, qui sont typiquement utilisées par ces pays. On se vient, si moi je suis la Colombie, par exemple, ils sont déjà partis, tout ce monde-là. Je n'ai pas de contrôle là-dessus. Là. Et là, tu me dis, tu veux me les renvoyer. La Colombie n'avait pas vraiment de problème à l'idée. Tout ce qu'on voulait, c'était extraire quelque chose, obtenir une contrepartie. Et donc, vous avez vu beaucoup de pays à travers le monde qui ont utilisé ça comme une faveur aux Américains, pour essayer de montrer aux États-Unis qu'ils étaient des partenaires de bonne foi. Et donc, dans le contexte de relations commerciales, de négociations commerciales, vous en avez plusieurs qui cherchaient à faire des concessions, des gestes de bonne foi envers les États-Unis, et qui ont bouché leur nez, qui ont dit « Ouais, renvoie-moi-les ». C'est vrai pour l'Inde, c'est vrai pour un certain nombre de pays qui ont dit « Vas-y, renvoie-moi-les ». Maintenant, le Venezuela et les quelques autres qui refusent les vols de ressortissants, de rapatriement, sont un problème majeur. Parce que là, ça force les États-Unis à littéralement soit laisser tomber la déportation puis les garder sur le territoire. Sinon, on a vu Trump nous parler de les envoyer à Guantanamo, dans un énorme centre de détention qui serait organisé pour la chose, ou finalement, on doit signer des ententes avec des pays tiers. Et ça, on a vu beaucoup Trump faire ça, aller signer avec le Rwanda, avec Eswatini, on nous parlait récemment du Somaliland, pour toujours recevoir des ressortissants assignés par les États-Unis à ces destinations qui ne viennent pas du tout de ce pays. Alors on nous dit, toi tu viens de où? Tu es un Vénézuélien, puis on a des problèmes avec toi, tu n'es pas ici légalement, on veut te déporter, mais là ton gouvernement ne répond pas au téléphone. Fait qu'on te met dans un vol, tu t'en vas en Afrique, mon ami. Et c'est beaucoup ce qui se produit avec les ressortissants vénézuéliens. Et bon, on imagine que la viabilité de cette opération est un peu moindre. On imagine que c'est moins efficace, on imagine que c'est plus complexe, que ça force à faire des concessions des États-Unis à ces pays en question. Et donc, aujourd'hui, Trump semble avoir perdu patience avec le Venezuela et dire, bon, là, sérieusement, là, vous allez prendre vos ressortissants. Et c'est le seul élément jusqu'ici qu'on a attaché comme contrepartie à la guerre aux narcotrafiquants qu'on est en train de faire au Venezuela. C'est la seule demande qu'on a fait à Maduro. On lui a pas demandé de se retirer, on lui a pas demandé de quitter le pouvoir, évidemment. On a mis une prime de 50 millions. On n'a pas appuyé un autre gouvernement comme on avait fait avec Juan Guaido. Donc, on dirait, et ça, je vous en parlais beaucoup, il semble qu'on essaie d'extraire quelque chose. Je vous parlais de cette histoire dans laquelle Chevron avait été faire l'extraction du pétrole au Venezuela dans la foulée de la guerre en Ukraine et qu'on avait essentiellement lancé Juan Guaido sous l'autobus pour faire un deal avec Maduro. Alors clairement, on est prêt à faire des deals avec lui, clairement. Maintenant, s'il dit non, puis tu redemandes, puis il dit non, puis tu redemandes, puis il dit non, puis tu redemandes encore, puis il dit non, c'est sûr que ça commence à taper du pied à Washington. Et c'est sûr que si Trump se fait quelques fois comme ça, qu'il lance un rameau d'olivier et que chaque fois on lui revient en disant « Ouais, non, ils ne répondent pas puis ils ne veulent rien savoir. Va falloir qu'on trouve un autre pays pour les prendre, nos Vénézuéliens. » Peut-être que c'est effectivement ce qu'essaie d'obtenir Trump. Et c'est la première fois, donc, depuis qu'on a déployé ces 7 navires de guerre sous-marins nucléaires, les chasseurs F-35, et etc., qu'on a vraiment attaché ça à une contrepartie qu'on demande du Venezuela. Ce sera intéressant de voir, mais si c'est vraiment tout ce que demandent les États-Unis, il ne serait pas surprenant que Maduro accepte. Le seul enjeu ici, c'est la question de la sécurité. Il faut que vous compreniez que ceux qui quittent le gouvernement, ceux qui quittent le Venezuela, sont rarement des appuis du gouvernement. Ce sont souvent des gens qui vont quitter le Venezuela, qui arrivent en Floride et qui deviennent les plus radicaux opposants du régime Maduro. Et on en parlait ensemble vis-à-vis cette question du changement de régime. Je vous disais, faites attention. Oui, Trump se présente comme le président de paix, le président qui ne veut pas intervenir, qui veut être moins interventionniste et plus isolationniste, mais il ne faudrait pas se surprendre s'il a été attentif justement à ses voix là, en Floride et à ses voix chez les républicains qui sont très en faveur d'un changement de régime et qui appuieraient la chose à 200%. Alors là-dessus, il est possible que Maduro ait ça en tête. Qu'on dit, moi j'ai 150 000, 200 000, peu importe le chiffre, même si c'est 25 000, et ce sont tous des opposants à ton régime, ou du moins 80%, ils te détestent, ils se réveillent la nuit pour te détester, ils sont sauvés de chez vous. Je les renvoyerai toutes d'un coup. Là.
Pour un gouvernement fragile qui a déjà de la difficulté à tenir l'opposition, qui a déjà des dissensions à l'interne, des gens, puis on parle déjà constamment de potentiels coups d'État, et là, tu as 50 000 personnes qui arrivent des États-Unis. C'est qui ce monde-là? Tu me dis c'est des Vénézuéliens, OK. Est-ce qu'ils ont travaillé avec les États-Unis entre-temps? Est-ce qu'il y a des agents là-dessus qui sont infiltrés par le gouvernement américain pour... Alors, la négociation doit être extrêmement créative avec le Venezuela en ce moment pour être capable d'assigner ces gens à un retour au pays. Parlant de retour au pays, une autre histoire absolument spectaculaire qui se produit cette fois en Afghanistan. Vous avez tous vu, bien sûr, cette déconfiture, ce départ, disons, pas très honorable de la part des États-Unis lorsqu'ils ont quitté l'Afghanistan. Une scène absolument catastrophique, bien sûr. Vous voyez ces enfants qui étaient jetés par-dessus, des bébés jetés par-dessus les grillages directement dans les mains des Marines américains avec l'espoir qu'on les fasse sortir du pays, alors que les talibans poussaient rapidement vers la base militaire de Bagram et vers surtout, l'aéroport de Kaboul. Les Américains ont abandonné leur base militaire à Bagram dans les heures qui ont précédé l'évacuation parce qu'ils étaient en train d'en perdre le contrôle. Et on voyait qu'on devait assigner ces ressources à l'aéroport de Kaboul, ne serait-ce que pour être en mesure d'évacuer nos propres hommes. Il n'était même plus question à ce moment-là, nos hommes et nos femmes, bien sûr, mais il n'était même pas question d'évacuer des Afghans et les traducteurs, ce qui était supposé arriver au départ, bien sûr. Plutôt, on a assisté à une scène absolument pathétique, vraiment minable, qui évoquait beaucoup de Last Chopper Out of Saigon, où vraiment les Américains sortaient du Vietnam accrochés derrière les hélicoptères avec les gens, cette fois de l'Afghanistan, qui tombaient des avions. C'était une scène un peu embarrassante. Et donc, à travers tout ça, les États-Unis, bien sûr, on se souvient, c'était sous l'administration Biden. Trump a souvent critiqué ce retrait de l'Afghanistan comme étant une honte, une catastrophe, mais surtout un retrait stratégique majeur. Ce que Trump dénonçait, au-delà du fait que c'était pas très honorable comme manière dont laquelle les Américains sont partis, que c'était un peu honteux, c'était surtout la perte de la base de Bagram, qu'on estimait comme le joyau des États-Unis dans la région, particulièrement bien sûr en Afghanistan. C'était la base américaine la plus développée, la plus importante. Et il faut comprendre, les Américains ont passé quelques 20 ans en Afghanistan et ont eu le temps de s'installer. Alors cette base de Bagram était vraiment une installation absolument critique pour les opérations américaines au Moyen-Orient et plus largement versus la Chine. Et ça, c'est devenu évident beaucoup plus tard. Maintenant, Trump affirme que les États-Unis essaient de récupérer la base aérienne de Bagram. On sait bien sûr que Trump a des relations avec les talibans. Précédemment, était en mesure justement de négocier avec eux dans son premier mandat la sortie éventuelle de l'Afghanistan. C'est important de s'en rappeler, cette histoire de Biden qui est sortie comme ça à la dernière minute, il y a une raison. C'est parce que Trump avait négocié un deadline qui disait à telle date on va être parti et que tout le long, Biden a essayé de négocier pour dire on peut-tu rallonger ça un peu et les talibans ont dit non, si vous n'êtes pas parti, vous êtes des cibles. À partir du moment où vous êtes nous, on a une entente avec Trump jusqu'à telle date. Et donc, c'était un peu un des problèmes. Trump, ayant des relations avec les talibans, dit aujourd'hui, on essaie de négocier avec eux pour ravoir la base de Bagram. Cette base qui était qualifiée par Trump de joyau de l'infrastructure américaine, d'un élément absolument essentiel vis-à-vis la Chine, parce que, ça c'est important de le comprendre, si on regarde une carte, vous verrez la proximité entre l'Afghanistan, bien sûr, et la Chine à l'est. Et ce qui est important de savoir, c'est que le développement du programme nucléaire chinois, surtout au cours des 3 ou 4 dernières années, s'est fait surtout dans le désert chinois à l'ouest, dans cette région que vous voyez, donc complètement près du Tibet, au nord du Tibet, près du Xinjiang et près de l'Afghanistan. Et donc, ce que Trump voit aujourd'hui, c'est que cette base de Bagram serait un atout absolument essentiel pour Washington pour contenir, mais aussi bien sûr espionner le programme nucléaire chinois. On dit donc qu'on négocie avec les talibans là-dessus et que ce serait un atout fantastique. Le président Trump a annoncé jeudi que les États-Unis tentaient de récupérer la base. Trump a attaqué à plusieurs reprises l'ancien président Biden pour avoir cédé Bagram. Nous essayons de la récupérer, a-t-il déclaré. Trump n'a pas précisé si son administration parlait avec les talibans ou si la reprise de la base était liée au programme nucléaire chinois. Il l'a en fait mentionné par après. Et là, on a la déclaration très intéressante
de la part des talibans qui n'ont pas patienté pour répondre. Les talibans rejettent la tentative de Trump de reprendre la base aérienne de Bagram en Afghanistan. Le gouvernement taliban a rejeté la tentative de reprendre la base 4 ans après le retrait chaotique des États-Unis et d'Afghanistan qui a laissé l'immense installation militaire aux mains des talibans. On nous dit essentiellement qui part à la chasse perd sa place. Vous aviez juste à pas vous en aller. C'est ici, on est bien, on s'en occupe maintenant pour notre armée. Alors, ça fait partie de notre infrastructure nationale. On ignore quelles discussions les États-Unis ont eues avec les responsables afghans, mais Trump a laissé entendre que les talibans, confrontés à une crise économique, à une légitimité internationale, à des divisions internes et à des groupes militants rivaux depuis leur retour au pouvoir, pourraient être disposés à autoriser le retour de l'armée américaine. On comprend que c'est vraiment le nerf de la guerre ici, c'est que symboliquement, pour les talibans, ce serait un recul immense. Et c'est vraiment symbolique, c'est l'image que d'avoir les États-Unis qui reviennent en Afghanistan, et pas juste les États-Unis avec une ambassade ou avec... Mais non, l'armée américaine revient à sa base. Ça lui appartient, puis elle occupe à nouveau l'Afghanistan, cette fois avec l'autorisation du gouvernement. Et en passant, les talibans ont fait la guerre au gouvernement afghan. Pourquoi? Pour expulser les Américains. C'était leur principale demande. C'est-à-dire, vous sortez les Américains du territoire et vous êtes des collaborateurs. Et c'était vrai en passant, c'est un gouvernement corrompu qu'on avait installé au pouvoir, mais là-dessus, les talibans ont une posture qui est un peu légitime. Alors donc, pour le retour de l'armée américaine, on nous dit que c'est hors de question. Le porte-parole des talibans a rejeté les affirmations de Trump, a exhorté les États-Unis à adopter une politique de réalisme et de rationalité. Get real. Ça n'arrivera pas. L'Afghanistan mène une politique étrangère axée sur l'économie, recherche des relations constructives avec tous les États sur la base d'intérêts mutuels et partagés. Il a été constamment communiqué aux États-Unis lors de toutes les négociations bilatérales que l'indépendance et l'intégrité de l'Afghanistan étaient de la plus haute importance. Il convient de rappeler que dans l'accord de Doha, les États-Unis sont engagés à ne pas recourir à la force ni à menacer de la force contre l'intégrité territoriale ou politique de l'Afghanistan, à ne pas interférer dans ses affaires intérieures. Les États-Unis doivent rester fidèles à leurs engagements. Alors maintenant, on voit que la négociation ne se passe pas très bien. Trump demande, mais ne reçoit pas ce qu'il veut. Et hier, je fais toujours mon petit tour sur le Truth Social de Trump une fois de temps en temps pour avoir les développements sur ce qui se passe dans le monde et sur quelle est la dernière décision unilatérale de la Maison-Blanche. On a une déclaration lunaire de la part de Trump qui a été publiée avant-hier nous mentionnant « Si l'Afghanistan ne redonne pas la base de Bagram aux États-Unis, à ceux qui l'ont construit, de mauvaises choses vont arriver. Bad things are going to happen. » Alors, le président Trump, là-dessus, qui semble y aller de menaces militaires ou encore de sanctions, mais clairement, on se parlait des accords de Doha dans lesquels les États-Unis sont engagés, lever la main à l'honneur de ne plus jamais utiliser la force contre l'Afghanistan. Pendant qu'ils ont fait la promesse, tu voyais shaker de la cuisse en même temps, puis il y avait les doigts croisés en arrière du dos. Ils n'ont jamais été vraiment sérieux avec cet engagement, manifestement. Et aujourd'hui, donc, on fait planer la menace d'une intervention militaire contre l'Afghanistan et les talibans pour récupérer Bagram. Est-ce que c'est crédible? Soyons clairs, Trump n'a pas besoin d'un engagement militaire en Afghanistan. Maintenant, ce serait très utile de revoir Bagram. Peut-être qu'on veut encore une fois ouvrir la fenêtre de la négociation comme on l'a fait avec le Venezuela. C'est pourquoi je vous dis, on reste un peu dans le même thème là-dessus, alors qu'on fait dire, on veut une concession, somme toute, relativement mineure, mais on est prêt à la mettre en superposition à une potentielle catastrophe pour ton gouvernement. Which is gonna be? Lequel? Est-ce qu'on renverse Maduro ou est-ce que tu vas reprendre tes immigrants? Est-ce qu'on reprend Bagram ou est-ce qu'on renverse les talibans puis on relance une campagne militaire d'interdiction contre vous puis on bombarde comme Israël fait votre ministère de la Défense? Which is gonna be? Les Américains sont définitivement moins isolationnistes qu'on pourrait le prétendre. Et là-dessus, on a la beauté de la revue de presse pour revenir sur ces événements. Un autre tour, on se parlait la semaine dernière de TikTok, de l'éventualité, l'imminence d'un deal entre la Chine et les États-Unis pour l'avenir de TikTok. Semble-t-il que c'est réglé. Du moins, on met ça avec un astérisque. Le deal est publié. On a une idée des grands paramètres. Il reste encore à l'entériner, à mettre ça sur papier, à signer entre les États-Unis et la Chine, mais apparemment que ce serait très proche d'un deal final. On nous dit donc
Une nouvelle version de l'algorithme de recommandation de contenu serait reformatée et les utilisateurs pourraient accéder au service via la même application qu'avant. Le président Trump devra approuver ce cadre par décret déclarant sa conformité aux exigences de la loi cette semaine. Ce dernier a confirmé les détails de l'accord rapporté par le Wall Street Journal. Cet accord réunit des investisseurs existants et un groupe de nouveaux bailleurs de fonds américains, dont la société de capital d'investissement Silver Lake et la société de cloud computing Oracle, détiendraient ensemble 80% de la nouvelle société TikTok. Alors donc, qui contrôlerait TikTok aux États-Unis? Au terme de l'accord, une nouvelle entité serait créée pour gérer TikTok aux États-Unis. Un consortium de nouveaux investisseurs, dont la société Silver Lake, Oracle, en détiendra environ la moitié. Les investisseurs existants, comme la société de trading Susquehanna International, détiendraient environ 30%. La participation de ByteDance, la maison mère de TikTok, serait ramenée sous la barre des 20%. Alors, on ne demande pas une vente complète. Ça, c'était vraiment ce qui était sur la table très longtemps. On ne voulait plus du tout les Chinois dans l'équation, de près ou de loin. Maintenant, on nous dit non, ByteDance, donc les Chinois, auraient le droit de conserver jusqu'à 20% pour se conformer avec les exigences législatives américaines. Dans une interview accordée à Fox News, Trump a déclaré que Michael Dell était impliqué dans l'accord, que la famille Murdoch, Rupert Murdoch, faisait partie du groupe. Murdoch, en passant, qui contrôle beaucoup des médias à l'international, y compris le Wall Street Journal qu'on est en train de lire actuellement. Une personne proche du dossier a déclaré que tout investissement dans TikTok proviendrait de Fox Corporation. Alors, ce serait donc la maison mère de Fox News qui agirait au titre d'investisseur pour Rupert Murdoch. Très intéressant cette histoire de deal. Comment fonctionnerait le nouvel algorithme? ByteDance copierait l'algorithme qu'elle utilise pour recommander au contenu, puis le louerait à une nouvelle entité. L'entreprise recréerait ensuite l'algorithme pour les consommateurs sous la supervision du gouvernement américain. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est dans le fond, tu nous loues une copie de ton algorithme et nous, on va retravailler cette copie avec, bien sûr, Oracle, nos investisseurs nationaux, Murdoch, etc., et le gouvernement américain en supervision. Donc, le deal, semble-t-il, est complété. Et en passant, on se posait la question, une autre histoire de bullshit que Trump nous avait dit qu'elle allait ramasser 50% de ce deal parce que c'est lui qui avait créé la valeur. S'avère-t-il qu'il n'y a aucune possession américaine dans l'équation? Il y a juste des investisseurs privés, mais les États-Unis obtiendraient un frais spécial de plusieurs milliards de dollars pour avoir arrangé la transaction. Donc, on ne donne pas de pourcentage, les États-Unis ne deviendront pas propriétaires, mais il est tout à fait vrai, oui, que les États-Unis ont extrait quelque chose de cette manœuvre au sens financier. On finit très rapidement. Je vois que j'ai encore juste assez de temps pour traiter mes derniers petits dossiers que j'ai sur la table. On va y aller vraiment en survol. Alors, s'il vous plaît, soyez indulgents. Je vois qu'on a déjà épuisé notre heure. On se parlait des négociations commerciales entre les États-Unis, l'Europe, le Canada, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie. Tout le monde avait eu des négociations commerciales et il y a un des segments en revue de presse où on était revenu sur les résultats de ces négociations. On avait dit, vous voyez, on a vraiment des concessions extrêmement importantes qui ont été faites par tous ceux qui ont négocié avec les États-Unis qui n'ont pas été réciproqués par Washington. Autrement dit, les États-Unis ont baissé les culottes de tout le monde à travers la négociation. Ça a été vraiment spectaculaire. Et on se dit ensemble, il faut donner à Trump ce qui lui revient. Ces deals-là sont presque embarrassants pour ceux qui les ont signés. C'est effectivement ce qui se passe. Et là, en fait, la négociation entre la Corée du Sud et les États-Unis, qui était entendu, tout le monde, on s'était serré la main. Et pour vous rafraîchir la mémoire, le deal, c'était essentiellement, on baissait les tarifs, on les enlevait pas, on les réduisait. Et la Corée du Sud s'engageait à donner 350 milliards de dollars US en investissement aux États-Unis. On va décaisser 350 milliards de nos réserves étrangères, puis on va vous donner cet argent-là. Puis vous ferez ce que vous voudrez. Vous développez les États-Unis, et les profits allaient aux États-Unis. On s'était parlé de tout ça. On disait, mais c'est n'importe quoi. En fait, c'est tellement n'importe quoi qu'à peu près tout le monde qui ont signé ces deals-là se sont retrouvés dans la merde politiquement dans leur propre pays par après. Et là, on entend
En fait, le président de la Corée du Sud, alors que les négociations entre la Corée du Sud et les États-Unis, on nous dit c'était réglé, non, on est dans une impasse depuis la fameuse pseudo-signature parce que la Corée du Sud ne sait pas comment il ferait pour payer cet argent-là. On n'a aucune idée comment on ferait pour décaisser cet argent. Et en fait, le président de la Corée du Sud, dans une entrevue, mentionne « La Corée du Sud pourrait être confrontée à une crise financière si elle se plie aux exigences américaines qui exigent que Séoul investisse 350 milliards de dollars en espèces. Dans le cadre d'un accord commercial conclu en juillet, Séoul s'est engagé à investir 350 milliards aux États-Unis. L'accord initial manquait de détails précis sur la gestion et l'investissement de 350 milliards, ce qui a créé un désaccord entre Séoul et Washington. Les États-Unis voulaient plus de financement initial, plus de cash down maintenant, alors que la Corée du Sud cherchait à réduire ses engagements avec des prêts et des garanties. De dire, notre 350 milliards, on va le garantir en prêt que toi, tu peux fournir, mais on ne va pas juste te donner l'argent comme ça. Si on fait ça, on risque une crise financière de l'ordre de ce à quoi on a assisté en 1997. Bien sûr, la crise financière, la crise des marchés asiatiques. La déclaration de la Corée du Sud là-dessus est très importante parce que là, vous avez vraiment une négociation entre les deux qui est tombée à plat. La même deal est signée au Japon, un deal similaire est signé en Union européenne et des réactions chaque fois identiques. Où on se dit, mais on ne peut pas faire un deal comme ça n'a aucun sens. Et la réaction, en fait, de plus en plus, on se déplace vers un autre article additionnel, alors qu'on nous mentionne que on serait prêt à accepter le tarif des États-Unis quant à ça. Que si on est vraiment pour accepter un paiement de 350 milliards de dollars, bien en faisant les calculs, on est aussi bien de payer le tarif. Comme quoi ce serait moins cher. Et de plus en plus, il y en a qui commencent à regarder dans cette direction. Alors, la Corée du Sud qui cherche à avoir quelque chose de la part des États-Unis, en fait, pourquoi on fait cette déclaration? C'est qu'on dit, on a besoin d'un swap. Un currency swap. L'idée étant, nous, on a seulement un certain nombre là, de monnaies étrangères. Vous voulez 350 milliards US. Si on décaisse nos 350 milliards US, on n'a plus d'argent. C'est ça notre réserve. On n'en a plus. Et si ça arrive, ben là, nous, on est décotés, notre économie s'effondre et on ne peut pas faire ça. Et donc, ce qu'ils demandent, c'est de dire, on va vous acheter des dollars américains. En échange, prenez notre monnaie nationale, et nous, on va avoir des dollars américains, on va échanger ça à un rate prédéterminé, et comme ça va empêcher d'effondrer notre monnaie. Puis on va être capable au moins de vous donner l'argent que vous demandez. Donc ça vous donne une idée de la posture dans laquelle ceux qui ont négocié ces ententes se retrouvent aujourd'hui et la perturbation, le choc que ça représente à l'échelle du commerce international quand des pays comme ça ont signé leur contrat. C'est comme si tu signais ton hypothèque et que tu arrives chez vous ensuite et que là, tu commences à regarder ton budget et tu te dis « Mon hypothèque coûte plus que mon salaire. » Ça marche pas. C'est impossible que ça... C'est mathématiquement impossible que ça marche. Et c'est ce qui s'est passé avec la Corée du Sud. Donc, pour sweeten the deal, si on veut, pour sucrer un peu l'entente et essayer d'obtenir une concession de la part des États-Unis là-dessus, parce que pourquoi les États-Unis feraient ça? Vous comprenez pourquoi eux, ils voudraient une monnaie qui n'a pas de valeur? C'est ça que ça veut dire, là. Dollar américain peut être échangé partout. Eux, leur réserve, c'est des dollars américains pour l'essentiel, un peu d'euros, un peu de... Mais pour l'essentiel, ce sont des dollars. C'est avec ça que tu dépenses. Et là, tu me dis, tu veux me donner une monnaie bidon que je peux juste dépenser chez vous? Pourquoi? C'est toi qui as le déficit. C'est pas à moi d'acheter plus chez vous. Alors, ça, c'est très, 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 très mal parti. Il se pourrait qu'on voit des ententes s'effondrer. Pour forcer les États-Unis, ou plutôt aider les États-Unis à consentir là-dessus, on a attaché un autre dossier, et c'est là-dessus qu'on finit, ou à peu près. Alors qu'on apprend que Trump, en coulisses, est en négociation avec Kim Jong-un de la Corée du Nord pour essayer peut-être avoir un autre rapprochement, un autre épisode comme on a vu dans le premier mandat. Trump semble intéressé à voir quelles seraient les dispositions à négocier de la Corée du Nord sur la question nucléaire, sur d'autres questions aussi d'intégration vis-à-vis de la Chine, etc. Et la Corée du Nord a dit qu'elle était ouverte à discuter sur tout, sauf les questions nucléaires. C'est-à-dire, on est prêt à négocier sur l'entièreté des enjeux stratégiques, économiques, politiques, mais
pas la dénucléarisation. On ne sera jamais dénucléarisé. On va rester un État nucléaire. La Corée du Nord s'est affirmé un État nucléaire il y a environ 3 ans. On dit que c'est le résultat de décennies de travail. On va le rester. Et maintenant, alors que la Corée du Sud essaie de demander aux États-Unis de faire un deal, la Corée du Sud lève la main, entendant cet échange, et signale aux États-Unis pour la première fois dans l'histoire qu'elle serait prête à accepter une Corée du Nord nucléaire. Et que juste un gel du programme nucléaire nord-coréen serait acceptable pour la Corée du Sud. Une posture qui n'a jamais existé auparavant. La Corée du Sud a toujours été hardline de dire qu'il était hors de question que la Corée du Nord possède des armes nucléaires. C'était une menace existentielle, c'est un régime rogue, irresponsable, puis ils ont raison. Mais là, parce qu'ils essaient d'obtenir des deals avec les États-Unis, ils sont en train de dire, regarde, on ne se tiendra pas dans ton chemin si jamais tu as un deal avec Kim Jong-un. On ne te fera pas chier là-dessus. Et ajoutons à tout ça, justement, cette dernière proposition, je vous mentionnais tout à l'heure de Kim Jong-un qui fait la proposition à Trump. Allons-y, on devrait négocier, mais juste pas d'armes nucléaires. Alors, il y a de la diplomatie qui se passe un peu partout à travers le monde. Vraiment, ça bouge énormément. J'ai 2 éléments sur lesquels je survole très rapidement, OK? Je voyais une 11 qu'on a de fait. On a un cadran ici qui me permet de suivre combien de temps je fais dans l'émission. Je ne veux pas passer plus que 4 minutes. Faites-moi confiance. Les États-Unis sont actuellement en train d'offrir, c'est un autre dossier très intéressant, l'Argentine est dans une période économique très difficile, on le sait depuis un certain nombre d'années, mais ça allait de mieux en mieux. Sous Javier Milei, on a été en mesure de couper beaucoup de dépenses. C'est en train de se présenter de plus en plus positivement jusqu'à ce que arrive une élection partielle et le candidat du parti de Milei a perdu. Et les marchés en Argentine ont paniqué parce que justement, ça va tellement bien depuis que Milei va, ou du moins, on va tellement dans la bonne direction, on a interprété la défaite de son candidat dans une élection partielle comme étant peut-être une suggestion que l'Argentine se préparait à se débarrasser de Milei entièrement et qu'on n'était pas satisfait et que donc l'Argentine retournerait peut-être sur sa trajectoire du passé avec l'insolvabilité, les dépenses, les programmes publics, a pu finir la dette sans fin. Et donc, les marchés ont réagi en panique totale. Et ce que vous voyez, c'est que depuis cette élection partielle, l'Argentine est vraiment partie en vrille. On se parlait de ça il y a à peu près 2 semaines. On a glissé à la radio récemment. On m'avait parlé, « Hey, qu'est-ce qui se passe en Argentine? » Je disais, « Ben, écoute, ça va probablement passer. » S'avertir, non, pas du tout. L'Argentine est vraiment partie dans la mauvaise direction parce que les marchés paniquent à se dire, est-ce qu'on est en train de retourner vers la gauche? Est-ce qu'on est en train de retourner vers l'insolvabilité? Et les États-Unis, voyant cette scène, sont en train d'avoir un peu peur aussi parce que, bon, Javier Milei est un grand allié, c'est un partenaire stratégique très important et bien sûr, on a peur que l'Argentine retombe dans la mauvaise direction. Et là, c'est les États-Unis, à travers le secrétaire du Trésor américain, Scott Bessent, qui lèvent la main et qui disent « On va vous financer. » On apporte un paquet d'assistance d'urgence, en fait, qui va être fourni à l'Argentine. On ne sait pas de quel ordre encore, mais certainement de plusieurs milliards de dollars pour venir en aide à l'Argentine dans cette période d'instabilité extrême. Et c'est un peu aussi, on comprend un signal au marché pour essayer de les rassurer, leur dire, écoutez, on est là. On l'aime, Javier Milei, on va l'encourager, on va le défendre. Inquiétez-vous pas. Et ça vous donne aussi une idée à quel point ce pays est actuellement vraiment à une espèce de croisée des chemins. Que le simple fait que les marchés sont tellement enthousiastes par ce président, par ses actions, qu'ils en viennent catastropher dès qu'il y a une indication qu'il pourrait être politiquement affaibli, c'en dit très long. On voit l'instabilité derrière tout ça. Et finalement, un dossier, je voulais absolument avoir la chance de mentionner aujourd'hui parce que ça me semble énorme et je crois que ça va retenir un peu l'attention au cours des prochains jours. Soyez indulgents, je n'ai pas encore tous les détails, c'est censé être annoncé au moment où on se parle. Lundi, à la Maison-Blanche, Trump établirait un lien entre l'analgésique Tylenol et l'autisme. Là-dessus, on met un grain de sel. Plusieurs experts sont sceptiques, plusieurs disent on n'a pas de preuves, on n'a pas d'indication de où il prend ça, pourquoi on nous parle de ça. Je vous fais la lecture très rapide et je vous comprenez pourquoi j'ai choisi d'en parler, c'est que ça semble quand même un développement médical important et majeur. Est-ce que ce sera appuyé des données conséquentes? I don't know. Tout ce qu'on a, c'est un article de la BBC ce matin qui nous dit « Selon les médias américains,
Les responsables de Trump devraient établir un lien controversé entre l'autisme et l'utilisation de Tylenol chez les femmes enceintes. Lors d'un événement dans le bureau ovale lundi, le président américain conseillerait aux femmes enceintes aux États-Unis de ne prendre que du Tylenol seulement que pour soulager les fortes fièvres. Dimanche, Trump a déclaré qu'il avait une annonce incroyable à venir sur l'autisme, affirmant que c'était hors de contrôle, mais qu'il pourrait maintenant avoir une raison à cela. Donc, Trump avait indiqué pendant le mémorial à Charlie Kirk qu'il y avait une annonce incroyable sur l'autisme qui s'en venait, que pendant des années, on s'était posé la question qu'est-ce qui venait à ça, et vous allez voir, on a peut-être quelque chose, on a trouvé quelque chose. Trump avait fait allusion à ça, et apparemment, ce serait aujourd'hui. Certaines études ont montré un lien entre la prise de Tylenol chez les femmes enceintes et l'autisme. Mais ces résultats sont contradictoires et peu concluants. Kenvue, le fabricant de Tylenol, a défendu l'utilisation de ce médicament chez les femmes enceintes. Dans une déclaration à la BBC, l'entreprise a déclaré « Nous pensons que les données scientifiques indépendantes et fiables démontrent clairement que la prise de Tylenol ne provoque pas d'autisme. Nous sommes en profond désaccord avec toute suggestion contraire et sommes profondément préoccupés par le risque que ça représente pour la santé des femmes enceintes. » Le Tylenol est une marque populaire d'analgésique vendue aux États-Unis, au Canada, dans d'autres pays. L'acétaminophène est l'option d'analgésique la plus sûre pour les femmes enceintes, a-t-il ajouté, et sans lui, les femmes sont confrontées à un choix dangereux entre souffrir de maladies comme la fièvre ou utiliser des alternatives plus risquées. En avril, le chef du HHS, Robert Kennedy, a promis un effort massif de tests et de recherches pour déterminer la cause de l'autisme en 5 mois. Avril, mai, juin, juillet, août. On serait à peu près à l'issue de cet effort apparemment de Robert Kennedy pour déterminer qu'est-ce qui causerait l'autisme ou qu'est-ce qui y contribuerait. Mais les experts ont averti qu'il ne serait pas simple de trouver les causes de l'autisme, un syndrome complexe qui fait l'objet de recherches depuis des décennies. L'opinion largement répandue parmi les chercheurs est qu'il n'existe pas de cause unique qui serait le résultat d'un mélange complexe de facteurs génétiques et environnementaux. Alors, l'American College of Obstetrics and Gynecology a déclaré que les médecins de tout le pays ont systématiquement identifié le Tylenol comme un des seuls analgésiques sûrs pour les femmes enceintes. Le médicament est recommandé par d'autres grands groupes médicaux. Alors, c'est pourquoi je vous dis, il faut prendre ça avec un énorme grain de sel. Mais la déclaration qu'on vient de faire, comme quoi le Tylenol chez les femmes enceintes serait, on nous dit causerait, écoutez, on va réduire déjà d'emblée, là, serait un facteur contribuant à l'apparition d'autisme. Ça me semble une déclaration extrêmement provocatrice. Et donc, j'attire votre attention là-dessus. Clairement, la communauté médicale va devoir réagir à ça. Et si vous connaissez, écoutez, des gens dans votre entourage qui attendent des enfants, des femmes enceintes, je ne dis pas du tout arrêter de prendre du Tylenol, mais au minimum, il faudrait suivre les développements médicaux quant à cette possible controverse. Alors, là-dessus, je vous remercie d'avoir fait partie de l'exercice encore une fois pour cette revue de presse de 7 jours sur Terre. C'est toujours un grand bonheur d'être avec vous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, je vous aime, semez l'amour, partagez l'espoir. Bye bye.